Un jour je suis né, depuis j'improvise. Voilà ma vie résumée en une phrase. Salut à toutes et à tous, je suis Pascal Laurent, comédien, dramaturge et improvisateur au sein de la LIFI, la Ligue française d'improvisation, depuis sa création en 1987. J'ai eu la chance et l'immense honneur de côtoyer les plus grands improvisateurs des deux côtés de l'Atlantique et pour la plupart de partager la patinoire avec eux. Avec mes invités, on va parler ou jaser de l'improvisation théâtrale d'un point de vue historique, technique, artistique, mais surtout humain. Et par extension, de ce qu'elle a apporté aux artistes qui l'ont pratiquée et dans quelle mesure elle a pu transformer leur vie. Aujourd'hui, dans Les Aventuriers de l'Imaginaire, je reçois une artiste emblématique de la LNI. Auteure, interprète, chanteuse au sein des Wonder 3-4, elle fait de nombreuses voix télé et ciné. Elle est vainqueur du Grand Duel de la LNI, vous l'avez vu aussi dans le jeu télé diffusé sur V, Atome Crochu. Et elle vient de rejoindre l'équipe de la comédie musicale Les Producteurs de Mel Brooks à Montréal. Sophie Caron. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien toi-même. Bienvenue. Écoute, je suis très content que tu viennes participer à ce podcast sur Les Aventuriers de l'Imaginaire. Alors, comme je disais dans mon introduction, tu es une joueuse de la LNI, tu es une joueuse emblématique de la LNI parce que ça fait, je crois que tu as fait toutes les saisons depuis le début, non, quasiment? Non. Ben non, quand même, l'impro, 1977, moi, j'avais 7 ans. Fait que j'ai pas commencé au début de la LNI. Moi, je suis arrivée là en 95, en fait. Donc, l'an passé, on fêtait ma 25e saison, qui n'était pas vraiment ma 25e saison, mais tu sais, il y a eu une pandémie, tout ça. Oui. Et qui fait que j'aurais dû fêter ma 25e saison il y a quelques années, mais là, on l'a fêté là, c'est ça. D'accord. Donc, Et comment tu as découvert ce jeu? Alors moi, j'ai vu le premier match d'impro qui a été télévisé d'une manière totalement par hasard. En fait, j'étais avec ma sœur, on était dans la cuisine. Il y avait une petite télé dans la cuisine chez nous, tout petite, en couleur. Puis c'est l'époque où il n'y avait pas de télécommande, là. On tournait le poste à même la télé. Et puis, on est tombé à Radio-Québec, parce qu'à l'époque, c'était Radio-Québec. C'était en 82, 83, entre 82 puis 84. Je ne me rappelle pas les années exactement. Et on est tombé là-dessus, en plein milieu du match d'impro. Puis là, il y avait plein d'acteurs, d'actrices qui jouaient dans nos émissions jeunesse à nous. Et avec Yvan Ponton qu'on reconnaissait, et puis tout ça. Puis là, on les voyait en chandail de hockey dans une patinoire, puis ils faisaient des affaires. Puis là, c'était drôle. Puis j'ai pas tout compris, le principe, mais ça a été un coup de foudre total. Total. J'ai fait « Wow! Que c'est ça! » T'avais quel âge, Sylvain? J'avais entre 12 et 14 ans. J'ai commencé, je devais avoir 13 ans à peu près. Puis j'ai commencé l'année suivante. Moi, j'avais une prof de français dont malheureusement j'ai oublié le nom à l'école qui, elle, a tripé sur l'impro. Puis c'était une madame qui avait pas l'air de tout ça parce qu'elle était... c'était une petite dame bourgeoise qui avait même un petit accent de riche, là. Et puis, elle conduisait une Mercedes, puis elle était, tu sais, c'était une dame sophistiquée, là. Et puis, elle capotait sur l'impro. Elle a téléphoné à la LNI où elle leur a écrit une lettre pour dire « Est-ce que je peux avoir les règlements? » Et donc, elle a fait venir les règlements et elle a parti l'impro dans sa classe à l'heure du lunch. Puis, à un moment donné, elle me croise dans le couloir, puis elle dit « Sophie, je fais de l'impro aujourd'hui dans ma classe, à l'heure du dîner, tu viens? » Et là, moi, en bonne adolescente, un peu de mauvaise foi, je fais « Ouais, peut-être. » Puis elle fait « Non, tu viens. » Je suis allée, j'ai joué ma première impro, je n'ai jamais arrêté. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, Sophie, donc tu avais 14 ans. Ouais. Tu n'avais pas forcément de velléité ou d'envie de faire du théâtre ou de rentrer dans un domaine artistique particulièrement, ou tu avais déjà ça au fond de toi? Je le savais pas, mais je pense que oui. Parce que je te dirais, le jour où j'ai annoncé à ma famille que je voulais faire du théâtre, que je savais que c'était ça que je voulais faire, il y a ma tante Monique qui m'a regardée et elle m'a dit « Oh,
ça, c'est un vieux rêve. Hein, ma fille, là, tu vas réaliser un rêve. Puis je l'ai regardée, puis elle m'est apparue un peu comme un extraterrestre. Mais ma tante Monique avait le don de dire des choses un peu comme... C'est peut-être les origines autochtones. C'est une métisse. Ma mère est métisse, autochtone et blanche. Et c'est peut-être son côté chaman autochtone, je ne sais pas quoi. Mais elle avait le don de voir des choses que nous-mêmes, on ne voyait pas. Puis je me rappelle qu'elle m'a dit ça, puis j'avais vraiment fait le saut. Parce que personne ne se doutait que j'allais faire du théâtre nécessairement. Là. Mais elle, c'est un vieux rêve, hein, ça. Je fais, peut-être, je ne sais pas. Fait que je pense que j'étais vouée à aller là. Je pense que je suis une artiste dans l'âme depuis. Je pense qu'on est artiste, là. Je pense que, tu sais, après ça, tu choisis de le devenir ou pas. Mais, ouais, je pense que j'avais ça dans le sang. Puis, tu sais, je dis souvent que moi, j'ai découvert que je voulais être une artiste en faisant de l'improvisation. C'est en commençant en faisant de l'impro que là, tu fais « Wow, OK, je suis capable de faire ça, moi, des personnages, puis d'inventer des univers, de tout ce que j'ai dans ma tête quand je tombe dans l'une longtemps pendant des cours de mathématiques, bien là, ça me sert sur la patinoire. » Fait que voilà, je pense que ça a été ma façon de découvrir que j'étais une artiste. Ouais, je pense que ça vient jamais de nulle part non plus. Non, c'est si ça. tu as capoté comme ça quand tu as vu le match, ça fait résonner en toi quelque chose qui était enfoui certainement, Exactement. Qui a ressurgi à ce moment-là, même si tu n'en avais pas conscience à ce moment-là. Oui, exactement. Tu sais, on est avec certaines capacités ou certaines... critères, ou je ne sais pas comment le dire, là, mais tu sais, il y a des choses qu'on a dès la naissance, mais qu'on va découvrir plus tard. Tu sais, l'orientation sexuelle, par exemple, tu sais, tu nais comme ça. Tu sais, tu nais avec ton orientation, mais c'est plus tard que tu le découvres. Tu sais, c'est pas dès la naissance, c'est pas évident à la naissance. Je pense qu'être artiste, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose que tu découvres au fur et à mesure que tu avances dans la vie, je pense. Ton côté artistique, si tu en as un, ou ton côté scientifique. Tu sais, c'est tous des traits ou des trucs qu'on a en soi, mais qui vont ressortir pendant qu'on avance dans la vie. Ouais. Et donc, ça t'a allumé donc, dès ton plus jeune âge. Mm-hmm. Et après, tu as eu envie d'explorer ce jeu, d'aller encore plus loin. Les rencontres, ça a été déterminant, j'imagine. Bien, encore et toujours aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je pense que la raison pour laquelle je continue à en faire, parce que là, je te dirais, l'année prochaine, je fête mes 40 ans d'impro. Tu sais, l'air de rien, j'en ai pas l'air, mais j'ai 53 ans. Je vais en avoir 54. Alors, faisons le calcul rapidement. Ça va faire 40 ans que je fais de l'impro. Donc, après 40 ans... si tu te renouvelles pas, ben tu finis par te sentir imposteur parce que tu finis par avoir l'impression que tu refais toujours la même chose, tu sais, puis que c'est un peu hypocrite dans le fond de toujours reproduire la même chose. Fait que je pense que une des raisons pour laquelle moi je perdure dans ce métier-là, j'ai pas de mémoire, ça m'aide beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je refais que je m'en rends pas compte. Et je le dis à la blague, mais je pense que c'est vrai, le pire. J'oublie tout. Et l'idée aussi d'avoir tout le temps des nouveaux buts, des nouvelles missions, de découvrir. Tu sais, pour moi, l'impro, je découvre toujours des choses. Tu sais, là, dernièrement, mes nouvelles découvertes, c'est tout l'aspect où on peut se servir de l'improvisation comme un outil de thérapie, de réinsertion sociale, d'intégration sociale. On peut s'en servir pour le bien de la société, là, tu sais, tout le bien que ça peut faire. Tu sais, je travaille avec
entre autres, depuis une quinzaine d'années, ça doit faire 15 ans à peu près, l'Association des traumatisés crâniens, l'Association québécoise des traumatisés crâniens, la QTC, où les membres ont vécu un traumatisme crânien avec séquelles, et dont une des premières séquelles, en tout cas qui est assez commune chez les TCC, c'est la perte de mémoire. Ils n'ont pas de mémoire. Ils n'en ont pas. Mais avec l'improvisation, à force de faire de l'improvisation, ben tabarouette, leur mémoire s'améliore. Ils ne vont pas regagner une mémoire comme avant, c'est sûr, parce que là, on parle de lésions au cerveau là, qui guérissent jamais. Mais il y a quand même un exercice où il y a des nouvelles pensées là, où le cerveau se régénère à certains niveaux. Là. Ben, je pense que l'improvisation aide beaucoup à faire ça, à aller régénérer quelques cellules en quelque part. Là. Puis là, je parle, puis je fais attention à ce que je dis parce que je suis tellement pas scientifique dans la vie. Là, fait que, je dis cellules, c'est peut-être pas ça le bon mot. Là. Mais moi, j'ai remarqué avec ces personnes-là, la mémoire, travailler la confiance en soi, même des problèmes d'allocution, des personnes qui ont un trouble du langage, des personnes qui, moi, je travaille avec des personnes atypiques de plus en plus. C'est fou le bienfait que ça a pour ces personnes-là. C'est hallucinant. Ouais, justement, hallucinant. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure avant d'enregistrer d'une dynamique qu'on a en commun. Exact. Catherine Caron, pour ne pas la nommer, mais elle sera contente qu'on parle d'elle quand même. Et tu as fait un travail incroyable avec elle parce qu'elle revient de loin, Catherine. J'ai fait un travail incroyable. Moi, je pense que c'est elle qui l'a fait, mais... Oui, mais... elle te dirait, j'ai fait un travail incroyable. Mais je pense qu'elle l'a fait. Mais chez elle, tu sais, la confiance en soi, c'est pas la même Catherine que j'ai rencontrée, moi. Là, c'est une Catherine qui elle a confiance en elle, elle fait des choses, elle se fait demander, là, elle s'est fait demander d'aller jouer en Europe, tu sais, elle est comme, c'est fou, là. Alors que moi, quand je l'ai connue, fallait s'approcher l'oreille, là, pour entendre ce qu'elle disait, tellement elle était gênée, puis, tu sais, réduite dans son... mais il y a quelque chose avec... C'est drôle parce qu'un jour, Catherine, elle me dit, toi, Sophie, elle dit, tu nous parles comme si on était des êtres humains. Puis là, je suis partie à rire. J'ai fait, mais vous êtes des êtres humains, c'est ça que vous êtes. Je donne pas des ateliers d'impro à des arbres, je donne ça à des êtres humains. Puis, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire en quelque part, mais pour moi, c'est complètement ridicule. Tu sais, on prend ces personnes-là puis on les traite autrement parce qu'ils sont tellement différents, mais alors que c'est un être humain, tout simplement, tu sais. Et fait que je pense qu'au point de vue de la confiance en soi, en tout cas pour Catherine, moi, je te dirais que c'est vraiment quelque chose que j'ai vu d'elle, tu sais, puis même dernièrement, elle me parlait à quel point elle s'est elle-même appropriée ses capacités d'improvisatrice, son talent d'improvisatrice, puis tout son... Parce que c'est vraiment une improvisatrice extraordinaire, là. Et puis, elle est allée faire ses choses par elle-même parce qu'elle voulait avoir son indépendance à elle face à ça, puis de ne pas toujours essayer d'avoir le regard des autres, tu sais. Fait que c'est ça, là. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais, tu sais, j'y ai peut-être donné un petit souffle, là, mais c'est elle qui le fait, là. Ouais, je sais qu'elle écrit aussi, elle écrit de la poésie, oui. C'est quelqu'un, c'est incroyable. Je joue avec elle formidable, dans une ligue, elle est incroyable et elle t'emmène justement dans des terrains tu n'aurais pas forcément été toi-même. Elle a une imagination débordante, on peut vraiment dire ça, mais sans retenue. C'est ça qui est intéressant de travailler avec des personnes... tu sais, là, avec la LNI, j'ai la chance c'est une chance inouïe, de monter un spectacle. C'est pas un spectacle, c'est un spectacle où on a pris l'improvisation comme un outil de base, mais c'est vraiment un spectacle écrit par une autrice, etc. Mais je travaille avec les camelots, certains camelots du magazine L'Itinéraire, qui sont des personnes qui ont vécu dans soit une grande précarité ou encore tout simplement dans la rue. Et... ce vécu-là,
c'est autre chose, hein? C'est des gens qui perçoivent la vie d'une façon totalement différente. Et puis ça t'amène à toi aussi voir la vie d'une façon totalement différente. Tu sais. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'effectivement, quand tu enseignes, en tout cas quand tu fais de la pédagogie, peu importe, c'est pour les autres, mais ça rejaillit sur toi aussi. Tu changes au contact des autres. Absolument. C'est un gros cliché de dire ce n'est pas moi qui vous a enseigné, c'est vous qui m'avez enseigné, mais il y a un échange là-dedans. C'est un échange, l'enseignement, là, ni plus ni moins. Je te donne quelque chose, tu me redonnes quelque chose en retour. C'est un échange pour moi. Et puis là, c'est un travail de mise en scène, etc. Fait que, oui, c'est vraiment un échange d'égal à égal, là, dans le fond. Là. C'est sûr que là, je leur montre comment faire du théâtre, comment jouer, etc. Mais depuis tantôt, on est chez toi, puis là, je vois ton sofa, puis j'arrête pas de penser à Gabriel, qui est dans le spectacle, qui, lui, a vécu dans la rue. Puis Gabriel, un moment donné, il nous disait, on explorait une improvisation où je disais, faites-moi une impro où ta première nuit, après avoir resté dans la rue, que là, tu as un appartement, là, qu'est-ce qui se passe, puis il fait son impro, tout ça, puis ils sont plusieurs à faire l'impro, puis après, l'impro finit, puis Gabriel, un moment donné, il dit, le monde ne s'aperçoit pas à quel point c'est important un sofa. Je te jure, moi, ce soir-là, je suis arrivée chez moi, là, j'ai regardé longuement mon sofa, à dire, tabarouette que je le prends pour acquis, mon sofa. Puis il me procure tellement du bonheur puis du bien-être. C'est vrai que si je le perdais, mon sofa, là, c'est niaiseux à dire, mais ça te donne une espèce de perception de la vie, de dire, oui, j'ai pas une grande maison, j'ai pas une piscine, j'ai pas ce que j'imaginais avoir quand j'étais petite, n'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais tabarouette, j'ai un sofa, par exemple. Ça, c'est formidable. C'est ça, ça t'ouvre... Moi, je pense que tout le monde devrait parler à des personnes en situation d'itinérance. Passez pas par-dessus, dites-leur bonjour. Aussi. Oui, dites-leur bonjour, intéressez-vous, parce qu'ils vont vous amener à réfléchir autrement. Ces personnes-là voient la vie d'une autre façon, sont dans la rue tout le temps, là. Ils en voient des choses. Ils voient beaucoup de choses. Fait que c'est tout ça... Alors, j'ai vu que ce travail que tu fais aussi, tu le fais aussi avec des ados. Là, je suis tombé sur... j'ai fait des petites recherches quand même avant de te recevoir. Quelle recherche as-tu fait? Un peu. Et j'ai vu que tu avais travaillé avec des... alors oui, c'est ça, le prix de la relève, la LIRTA, la Ligue d'impro, la rencontre théâtre ado. Et il y a même un trophée à ton nom. Incroyable, ça. J'ai un trophée. Un trophée qui porte mon nom. Pire, c'est que c'est pas le premier. Je veux pas avoir l'air d'une fille qui se vante beaucoup, mais c'est pas le premier trophée à mon nom. Mais oui, là, c'est le trophée. Puis en plus, je suis très, très fière de ce trophée-là. C'est un trophée qu'on va donner à un joueur ou une joueuse adolescente du secondaire qui travaille personnage, texte, qui va travailler le jeu comme tel. Donc, c'est pas un trophée de performance, mais c'est un trophée de travail. Et Catherine pourrait te le dire toi-même, moi, ce qui m'intéresse quand je donne des ateliers d'impro, c'est pas le résultat. Je veux pas que tu me montres que tu es bon en impro, c'est le processus. Comment tu travailles. Là, on va travailler. Let's go. C'est le processus. Tu le réussis pas, l'atelier, je m'en fous. L'exercice, je m'en fous, tu réussis pas. Comment tu travailles, par exemple? Puis là, on recommence, puis on travaille, puis on met des efforts. Fait que, puis c'est un trophée de travail. Fait que je suis très, très fière qu'il porte mon nom. Je trouve qu'il me représente bien. Je discutais hier avec François-Étienne Paré. Ouais. On parlait de la LNI, évidemment, et aussi de tous les spectacles qui sont en cours, notamment quand vous vous attaquez au classique, quand vous attaquez au cinéma quand vous tuez l'info, et puis d'autres, il m'a parlé
chose. Il y a aussi une volonté quand même de dépasser le cadre simplement du match qui a été initié par Gravel et Leduc, qui est très bien et on aime beaucoup. Absolument. Mais c'est grandiose le match. C'est génial. Mais oui, faut vraiment. Je ne cesserai jamais d'aimer le match d'impro. Puis le match d'impro est ce qui est extraordinaire de tout ça. Puis c'est ça, je le dis souvent quand je vais donner des ateliers d'impro. Puis c'est une chose qu'on oublie. C'est que c'est un mélange parfait entre le sport et le théâtre. Mais ce qu'on oublie souvent, parce qu'au Québec, tu sais, ça a explosé. Il y a un certain Raymond Cloutier qui appelait ça l'effet tsunami. Je suis pas d'accord avec son livre, mais ça, je suis d'accord avec ce qu'il dit. L'effet tsunami, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais il y a certaines choses, je suis d'accord. Puis l'effet tsunami que ça a eu au Québec, l'explosion du match d'impro où l'improvisation en tant qu'art est devenue ça. Tu sais, quand tu dis impro au Québec, bien, les gens imaginent le match, ils n'imaginent pas des jazzman dans un petit bar ou dans un sous-sol en quelque part à improviser, tu sais. Et donc là-dessus, oui, tu sais, c'est un gros effet, le match d'impro. Puis comme ça a eu un gros effet, puis que ça a explosé, puis une chance pour moi, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en faire à l'école, puis c'est pour ça que j'en fais depuis si longtemps, mais ça a été pris en main par des gens qui connaissent moins le théâtre, qui connaissent le sport, qui connaissent le hockey, en fait. En plus, c'est le sport national, tu sais, au Québec. Fait que des fois, il y a un déséquilibre là-dedans qu'on va aller, on va déséquilibrer parce qu'on va aller chercher plus le côté hockey, la performance, les étoiles, les points. Puis c'est pas juste le côté compétitif, mais le côté performance du sport. Puis au détriment de l'exploration théâtrale et du jeu de théâtre. Puis moi, quand je vais donner des ateliers maintenant, je leur dis, oubliez jamais, c'est pas le hockey qui a invité le théâtre chez eux. C'est le théâtre qui a invité le hockey chez eux. C'est très différent. Alors, il faut trouver un équilibre là-dedans. Il ne faut jamais oublier qu'on joue. On est d'abord et avant tout des acteurs, des actrices. Pour Robert Gravel, puis moi, c'est la même chose pour moi, le joueur ou la joueuse d'impro, c'est un personnage. Comme l'arbitre, comme le maître de cérémonie. Moi, ma joueuse d'impro, c'est un personnage. Là. Je ne suis pas fearless de même là, dans la vie. Je ne suis pas une fille sans doute sur la patinoire. Zéro doute. Zéro doute. Quand je me la pète, je le sais. Quand ça va bien, je le sais. Quand mon impro est plate, je le sais. Puis tout ça, je l'assume. Mais tu as raison. C'est moins le cas dans la vraie vie. Il peut y avoir une dichotomie parfois entre le fond et la forme. Et certains joueurs se laissent des fois prendre par la forme, malheureusement, au lieu de se prendre par le fond. Ouais, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui, à un moment donné, aussi inventent d'autres formes de jeu plus cabaret. Qui veulent se séparer du côté sportif. Voilà, où il n'y a pas de limite de temps, où il n'y a pas de points, où il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, voilà. Ouais. Et toi, tu aimes bien aussi ces formules-là, j'imagine? Bien, moi, j'aime toutes les formules, tu sais. Mais je vais juste revenir au match, puis après ça, on pourra parler de toutes les formules. Moi, j'aime ça improviser, point. Fait que, tu sais, dis-moi n'importe quoi, on va improviser. Ouais. Mais yeah, je suis contente, tu sais. Mais pour en revenir à l'impro, moi, ce que je trouve extraordinaire de ce jeu-là, c'est justement ça. C'est cette atteinte d'équilibre entre j'ai besoin de mon partenaire pour jouer, on crée ensemble, on fait du théâtre et mon envie de briller, le besoin de consentement, le besoin d'être, du consentement du public, tu sais, d'être approuvé. Moi, je parle pas de compétition, je pense qu'on a plus besoin d'être approuvé et d'être aimé. Être aimé, être approuvé, être reconnu, tu sais, puis la façon d'être reconnu en impro, ben, c'est de faire des points. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça un influence l'autre. Mais pour moi, des vrais joueurs, joueuses compétitifs, pour vrai, là, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. Il y en a. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et ceux qui existent l'assument, à mon avis.
Donc, mais sinon, on a besoin d'approbation. On a besoin Puis il y en a que leur besoin d'approbation va être à être approuvé par ses pairs. Donc, vont essayer de devenir le joueur ou la joueuse exemplaire. Qui va gagner justement le trophée des pairs, tu sais, mettons. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher l'approbation. C'est pour ça que pour moi, c'est pas tant de la compétition que vraiment d'aller chercher, d'être approuvé en quelque part. T'sais. Et puis, comme tu dis, le match impro sous sa forme de match, donc avec compétitive, le public, c'est ça qu'il a envie de voir aussi. C'est un peu les jeux du cirque qu'il a envie de voir Il est venu voir aussi des improvisateurs se bastonner pour dire, se fighter, quoi. Pour voir le spectacle. Puis, le spectacle, puis pour nous, je veux dire, pour nous, acteurs, actrices, là, c'est le plus près qu'on va être d'une vedette de rock'n'roll, là. Le plus proche de Mick Jagger que tu peux être, c'est de faire de l'impro, de faire du match. Tu sais, où il y a... Puis là, il y a du monde qui prennent pour toi, puis tu sais, qui vont même scander ton nom, puis tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui, des fois, on se fait applaudir, là, puis tu fais, tabarouette, tu sais, j'ai le goût de kicker dans les airs, puis de m'habiller en léotard trop serré, là, tu sais, puis de prendre un micro dans les mains, tu sais, c'est pour moi, c'est vraiment là, tu sais, c'est comme là où le théâtre peut être le plus près du show rock. Rock'n'roll. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au grand duel de la LNI. Un prestigieux tournoi individuel dans lequel 16 improvisateurs parmi les meilleurs au monde s'affrontent pour nous offrir un grand spectacle qui va nous servir à déterminer qui est le meilleur improvisateur à l'heure actuelle au Québec. Vont jouer pour nous ce soir, d'abord en rouge. Elle est 2e sur 300 au classement général de la Ligue nationale d'improvisation. C'est la tête de série numéro 3 de ce tournoi. Une grande joueuse, une fière compétitrice, Sophie Caron. Je sais que tu prends pas cet exemple non plus totalement au hasard parce que tu chantes aussi. Ouais. Hein. Ah, c'est pour ça. Mais je te dis, je me suis renseigné. D'ailleurs, fait, tu es partie d'un groupe aussi, c'est ça? Oui, les Wonder 3-4, où on fait... c'est improvisé, c'est Totalement. Ah, c'est génial. Totalement. Ça, c'est le show le plus challengeant, je dirais, en improvisation. C'est le plus gratifiant, je pense aussi. C'est un des plus gratifiants. C'est le meilleur show d'impro en ville. Pour vrai. Je le dis, là, puis c'est juste un fait. C'est de valeur pour les autres. Mais les Wonder, c'est le meilleur show en ville. En fait, c'est Éric Desranleau qui, lui, a été et est encore le musicien officiel de la LNI, entre autres. C'est là où il s'est fait connaître. Il s'est fait connaître aussi dans un groupe de musique au Québec. Voyons, Mes Aïeux. Bon. Il jouait dans Mes Aïeux, puis comme improvisateur, tu sais, lui, il accompagne. C'est lui qui a beaucoup amené l'idée d'accompagner les joueurs et joueuses dans les improvisations, d'intégrer la musique et, entre autres, d'accompagner pour les impros chantés, parce qu'avant, on chantait a cappella, là, par rien. Ça, c'est pas facile. Et là, Éric est arrivé, puis lui, ben comme c'est un musicien, puis en plus, il a fait de l'impro, lui, quand il était adolescent, il a joué de l'impro. Fait que c'est un joueur. Et il le connaît de l'intérieur. Oui, c'est ça. Vécu. Mais là, il prend son meilleur instrument, qui est des instruments de musique, pour improviser avec nous, tu sais. Et puis, il a apporté le soutien musical. Puis des fois, il se disait, tu sais, il y avait des impros chantés qui faisaient « Ah, shit, je pouvais faire des signes. » On irait plus loin dans cette impro-là. Tu sais, lui, il entend le potentiel de la toune. Puis des fois, ben, on se rendait pas. Puis, on a une idole en commun, moi et Éric, qui s'appelle Frank Zappa. Frank Zappa, c'est un compositeur extraordinaire américain. Bien sûr, oui. Qui est décédé malheureusement, qui a composé de la musique contemporaine pour le Philharmonique de Londres. Ils n'ont jamais autant rushé de leur vie pour faire de la musique. Parce que c'est un homme absolument exigeant, un perfectionniste. Écoute, puis c'est pas accessible à tous là, comme musique, là, je dirais, là, mais c'est excellent.
Et Frank Zappa avait établi avec ses musiciens justement quelques signes que parfois, quand il était en show, ben, il pouvait faire un signe et là, les musiciens s'en allaient quelque part avec ça. Parce qu'il avait vraiment l'âme d'un chef d'orchestre. Et puis, Eric a regardé ça, puis il a fait « Hey, je pourrais faire comme Zappa, tabarouette, je pourrais faire comme Frank. » Inventer des signes. Et puis, c'est comme ça qu'est né les Wonder 3-4, en fait. C'est que Eric a inventé, je ne sais pas moi, une 50aine de signes. Puis là, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Et nous, on est... lui, il agit en tant que chef d'orchestre devant nous. Là, en ce moment, je te fais un mi, là. Et puis, cette valeur, vous ne le voyez pas à la maison, mais venez voir le show. Et donc, avec tous ces signes-là, nous, on improvise et on suit les signes. Donc, c'est pas un jam là, de musique. C'est vraiment très structuré. Puis c'est lui, la tête. C'est lui qui structure la chanson. Et le concept du spectacle, c'est que c'est une fausse émission de radio où le public aura... là, maintenant, on le fait via Facebook, où ils envoient des propositions de titres de chansons inventées, de bandes de musique inventées, styles musicaux, puis parfois, c'est des styles musicaux un peu inventés. Et la personne qui anime va prendre ça, fait un tri, et puis va faire l'émission de radio au poste C'est Risqué FM. Donc, c'est... Vous êtes combien sur scène? On est 9 en tout, 10 avec l'animateur, je pense. Eric comme chef, on a chanteur, chanteuse, on est 2. Puis, je pense, 2 claviers, un drum, une basse, une guitare. 7 plus 3, c'est ça, ça fait 10. Et puis, parfois, on a la chance d'avoir aussi 2 super musiciennes qui jouent saxophone et trombone aussi pour accompagner, faire des brasses. Fait que voilà. Vous jouez encore en ce moment, là? On est au Café Campus. Suivez-nous, Wonder 3-4 en lettres. Donc, sur Facebook, on est au Café Campus une fois par mois. Puis, on a vraiment atteint là, un bon niveau de public assidu et de nouveaux aussi qui viennent nous découvrir. Puis, ça donne envie d'aller, en tout cas. Ben, écoute, viens parce que c'est sûr que tu vas capoter. Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas capoter. C'est ça le pire qui va t'arriver. C'est vraiment un spectacle formidable. Et justement, à improviser en chantant... J'en ai fait un petit peu des chantés. Et nous, on était accompagnés par Didier Massin, qui était notre musicien à la LIF. Et pareil, voilà, il partait sur musique et tout. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand tu improvises de manière libre, en fait, tu vas au rythme de ta réplique. Mais dans une chanson qui est structurée, dans une musique avec un refrain, avec un... Voilà, là, tu es obligé de te coller au rythme de la chanson en impro. Puis pas juste ça, c'est un chef d'orchestre qui te fait signe, tais-toi. Tu sais, ou c'est à toi. Là, il faut que tu partes maintenant. Il ne faut pas que tu partes dans 3 jours. Tu pars maintenant. Tu peux te donner une petite mesure pour prendre ton souffle, mais attends pas jusqu'à demain matin. Puis il y a des solos qui vont arriver, il y a des trucs. Fait qu'il faut le suivre, lui. Fait que c'est non seulement faut qu'on joue sa note, qui sont plus complexes qu'en impro à suivre juste un pianiste. Là, tu as un band au complet. Fait que c'est un petit peu plus complexe. Il faut que tu suives ton chef d'orchestre aussi, puis en même temps, il faut que tu inventes les paroles. En même temps, il faut que tu inventes les paroles, c'est ça, quoi. Oui, les paroles, la mélodie, puis parfois des harmonies, hein. Il y a un signe pour les harmonies. Harmonise qui fait « OK! » c'est ça. Fait que c'est vraiment... C'est très challengeant. Absolument, absolument. Mais le fait d'avoir un chef devant fait que la majorité des chansons se tiennent. Ça ne devient pas n'importe quoi. Fait que, c'est ça. Il y en a gros sur les épaules, le petit Deranlo. Moi, je trouve. Ouais.
les 1, 2, 3, 4. L'origine du nom, les 1, 2, 3, 4, ben c'est 1, 2, 3, 4. Les 1, 2, 3, 4, c'est une soirée extraordinaire, unique et éphémère, puisqu'elle est improvisée. Le principe du spectacle, c'est que on fait une émission de radio. Qui est complètement, elle aussi, improvisée. Mesdames, messieurs, c'était pour vous ce soir, les Wonder 3-4. On parlait aussi un petit peu de ton actualité, Sophie, parce que bon, tu es comédienne, tu es improvisatrice, mais tu fais pas que de l'impro, tu fais plein de choses. Non. Tu as vu que tu chantes aussi dans un spectacle improvisé, certes, Ouais. mais tu as fait du théâtre, tu as fait du cinéma, on t'a vu dans la mise en scène aussi. La mise en scène aussi, ouais. Et oui, je suis dans la mise dans en quelle scène. mesure l'impro a eu un impact sur le reste de tes activités? Ben, l'impro a eu un impact sur ma vie, point. Point. Voilà. Tu sais, je te dirais, on est beaucoup au Québec à avoir découvert l'improvisation à l'école et ça a été l'outil qui nous a gardés à l'école. Je ne sais pas, moi, si je serais restée à l'école tant que ça, si je n'avais pas eu l'improvisation. L'improvisation, le match d'impro a changé ma vie, carrément. Tu sais, si j'ai un enfant aujourd'hui, c'est grâce à l'improvisation. Si j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'improvisation. Si j'ai, tout ce que j'ai, les amis que j'ai des amis extraordinaires qui sont beaucoup issus de l'improvisation. Je fais des rencontres extraordinaires. J'aurais pas voyagé ben si j'avais pas fait d'improvisation. Tu sais, j'ai quand même mis le pied en sol d'Afrique grâce à l'improvisation, tu sais. Puis moi, c'est un rêve, là, d'aller en Afrique. Bon, je peux aller... je voudrais aller au Kenya. J'étais allée au Maroc, mais c'est pas grave, j'étais allée en Afrique. Tu sais, ça m'a amené à plein de plats. Ben, on se parlerait pas aujourd'hui si c'était pas de l'impro. Sûrement. Point final, tu sais, on se connaîtrait pas. Fait que pour moi, l'improvisation, ça a changé ma vie parce que oui, ça m'a... l'école, j'étais pas une personne qui... moi, j'ai un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. TDAH, oui, je connais. Oui. Ben, ça va être un improvisateur extraordinaire. Moi, tant qu'à moi, les meilleurs improvisateurs, c'est pas parce que je l'ai. Souvent, quand je vais dans une école, puis des fois, il y a des profs qui me disent « Ah oui, tu sais, le petit Samuel ou la petite Élodie est TDAH. » Je leur dis tout le temps « Ça va être les meilleurs, vous allez voir. » Et souvent, les profs, ils font le saut, puis là, finalement, ils se rendent compte que oui. Mais tu fais « Ben oui, parce que tout ce qui est un défaut à l'école devient une grande qualité en improvisation. Le moment présent, l'impulsivité, le sens de la répartie. » La sensibilité. L'hypersensibilité. Je tiens à le dire. On a assez d'émotions. On peut appeler ça hyper. L'hypersensibilité, le fait d'être en possibilité de gérer 28 pensées en même temps, ben ça devient des grandes qualités d'improvisateurs et d'improvisatrices. Il y a du monde qui travaille ça toute leur vie. Nous, c'est notre condition. Tu sais, je parlais tout à l'heure des gens qui ont vécu un traumatisme crânien. C'est des personnes qui n'ont vraiment pas de mémoire. Pour vrai, là, à un moment donné, c'était devenu ma blague préférée. Puis en plus, c'est devenu un exercice. C'est ça le pire. Des fois, une blague, ça devient... Là, tu fais « OK, il y a quelque chose de beau qui sort de ça. » Ça me faisait rire que moi. Puis ça, je me fais des blagues souvent moi-même. C'est qu'à un moment donné, je leur avais dit, vous vous souvenez la semaine passée, quand on a parlé du personnage, là, puis ils me regardaient tous avec les sourcils froncés, tu sais, les plis dans le front plus que n'importe qui, puis tu fais, ah non, ils s'en rappellent pas pantoute. Et là, ce qui me fait, et ça m'a fait rire. Des fois, j'étais un petit peu méchante, fait que j'ai fini par faire de semaine en semaine, bon, qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? Puis c'était juste pour voir leur front, leur face, faire ça me faisait rire. Ben, sais-tu quoi? J'ai continué à le faire parce que ça me faisait rire. Puis eux autres, ils ont embarqué dans cet exercice-là. Et plus les semaines avançaient, plus ils se souvenaient de ce qu'on avait fait la semaine précédente. Puis là, ils s'aidaient. «
Hey, il me semble qu'on a parlé de telle affaire. Ouais, moi, je me rappelle, hein. Puis, ensemble, ils finissaient, excusez, j'ai accroché le micro, ensemble, ils finissaient par trouver à peu près ce qu'on avait fait dans l'atelier. Puis là, c'est là que ça a été mon élément déclencheur à dire, OK, l'impro fait du bien. L'impro fait du bien. Puis c'est fou, là. Là, j'ai le goût de pleurer en disant ça, mais c'est vrai, l'impro fait du bien. Et je me rappelle pas de ta question parce que je suis TDAH. Non, parce que moi aussi, je suis un peu TDAH, donc je me souviens plus de ce que je t'ai dit, mais... Pour répondre à ta question, oui. Non, ça y est, je me souviens. Oui. Je disais que tu as fait beaucoup d'autres choses, tu as fait du théâtre et ça, et dans quelle mesure l'impro avait eu un impact. Oui, bien voilà, c'est ça, c'est que ça a changé ma vie, tu sais, parce que ça a pris, tu sais, puis moi, ça a été long à avoir un diagnostic, ça fait à peu près 10 ans que j'ai un diagnostic, moi. Donc, j'ai vécu toute mon école, je l'ai vécu avec un TDAH sans le savoir. J'étais juste pas bonne à l'école, tu sais. Et j'étais juste pas capable de me concentrer. Là. Je tombais dans la lune. Là. Oh my God, que je tombais dans la lune. C'était fou. Puis, mais l'impro, ça m'a amené une raison d'être, ou tu sais, en quelque part, où tu fais, OK, là-dedans, je suis bonne. Puis moi, je suis une TDAH, c'est ça que j'allais dire. Je suis une TDAH fonctionnelle, c'est-à-dire que je coulais pas mes cours. Je ne les ai pas coulés, mes cours. J'avais des notes de 60, 65, 70, 90 en théâtre, mais 60. Et donc, c'est 60% la note de passage ici. Puis là, je te parle comme si ça faisait 2 jours que tu étais au Québec, mais ça va, hein? Tu comprends tout quand... Ah oui, je comprends. Ça fait 1 an maintenant. Et puis, mes enfants, ils sont au secondaire. Donc, voilà. C'est pour ça que je me rends compte. Je dis, voyons, Sophie, arrête de vouloir être comprise. Il te comprend. Et... mais je me disais, si tu diffuses en France, ça va être diffusé en France, j'espère. Bon, voilà. Fait que, tu vois, je prévois. Non, mais c'est bien, t'as raison. Oui. Spécifique. Je suis inclusive. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, avec l'impro, ben là, tu sais, t'as comme une raison où, OK, je peux être bonne là-dedans, ça vaut la peine. Puis, si je veux continuer, j'ai pas le choix, il faut que j'aille à l'école. Et puis, les personnes qui se sont, les adultes qui s'occupaient de l'impro dans les écoles ont quand même été très brillants là-dedans. C'est-à-dire, c'était peut-être une expérience de sport-études aussi, mais ils ont dit, si vous voulez faire de l'impro, il faut que vous passiez, il faut que vous ayez les notes de passage dans vos bulletins. Sinon, tu ne peux pas faire d'impro. Alors, tu te forces. Puis, en plus, avec l'idée que tu as un groupe, tu as ta communauté, hein? Tu as ta communauté d'impro d'école, dans ta communauté, on s'entraide. Fait que celui qui est bon en mathématiques, il va t'aider à faire tes devoirs de maths, à mieux comprendre, etc. Fait que, tu sais, ça crée... ça fait du bien. L'impro, ça fait du bien. C'est un propageur de bonheur. Justement, d'entraide, d'ouverture. Tu conseillerais quoi, toi, justement, à un jeune qui se tâterait un peu, qui ne saurait pas trop s'il a envie d'en faire ou pas, mais qui est un peu attiré par ça? Essaye-les. C'est ça? Ben oui. Vas-y, fonce. Essaye-les, man. De toute façon, ça, c'est comme n'importe quoi, c'est comme les huîtres. Tu peux pas dire « j'aime pas les huîtres » si tu n'y as pas goûté. Il faut que tu y goûtes. Après, tu peux dire « j'ai pas aimé ça ». Tu peux dire « ça m'écoeure, j'ai pas envie d'y goûter, ça ressemble à d'autres choses que je n'aime pas. » Tu peux dire tout ça, mais tu peux pas dire « moi, j'aime pas les huîtres » si tu n'y as pas goûté. C'est la même chose partout. Et l'impro, je trouve que ça nous rend... Le TDAH aussi, parce qu'on fait les choses puis on réfléchit après. Souvent, ça nous rend yes man puis yes woman. Ça nous rend yes personne, yes être humain. Pardon aux personnes non binaires, là, je vous inclus dans toutes mes pensées. Et donc, tu sais, on apprend à dire oui, à essayer les choses. Je vais l'essayer parce que l'impro, ce que ça t'apprend aussi beaucoup, si tu as des bons profs d'impro, évidemment, ça t'apprend à te tromper.
Parce que c'est un laboratoire, l'improvisation. Hein? C'est quand même né d'une troupe de théâtre expérimentale. C'est pas né de tu sais, c'est pas né d'une institution établie. C'est né d'une troupe de théâtre, d'une compagnie de théâtre expérimentale. Donc, quand on expérimente en science, ben se tromper fait partie de la donne, et même pour les scientifiques, quand ils se trompent, c'est positif. Parce qu'ils font, bon, comme Einstein disait, j'ai pas eu un échec, j'ai trouvé 10 façons que ça fonctionnait pas. J'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 façons que ça fonctionnait pas. Puis je trouve que cette idée-là en science, en tout cas des expériences scientifiques, c'est totalement, pour moi, c'est ça l'état d'esprit qu'on doit avoir en impro. Je vais aller me tromper, je vais essayer quelque chose. Puis je trouve qu'après, ça aide beaucoup les gens justement à dire, ben crème, on va l'essayer cette affaire-là, tu sais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, ça n'aura pas marché. Ouais, puis c'est une manière de se confronter à soi-même aussi, de tester ses limites aussi, de voir où on en est, ce qu'on a envie, ce qu'on est capable, ce qu'on peut produire. Oui, puis je pense que là où ça va beaucoup chercher les adolescents et les adolescentes et tout autour, c'est que c'est la liberté totale. Tu sais, t'es libre, là. C'est toi qui décides. Tu sais, t'as un caucus, là. Tu peux bien faire ce que tu veux après, là. C'est toi qui décides. Tu sais, ben oui, il y a un caucus. OK, c'était ça l'idée, parfait, je vais aller faire d'autres choses, tu sais. Ou c'est pas ça qui est arrivé finalement, tu sais. Donc, c'est une liberté totale. Moi, je pense que c'est ça qui m'a... L'appel, je pense que c'était ça. C'était d'être totalement libre. Ça vient avec son lot, par exemple. Il faut que tu assumes tout ça. Être libre, c'est pas toujours, tous les jours facile, mais justement, ça te permet de t'approprier les choses. T'sais. Puis de dire, bien, cette impro-là, je l'ai raté. Faut que tu l'assumes, cette affaire-là, faut que tu te l'appropries et t'apprends. Parce qu'on va toujours rater quelque chose dans notre vie, là. On rate quelque chose à tous les jours. Et ça devient, je pense... pour des personnes qui ont fait de l'improvisation, je pense que ça peut devenir rater quelque chose, devient pas rater quelque chose, mais devient une expérience, t'sais, devient une leçon. Ah oui, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné, il faut que je l'essaye d'une autre façon. T'sais. Puis on apprend à avoir plusieurs solutions. C'est un jeune qui me dit ça à... Jérémy, je l'aime tellement. Je vais le nommer parce que je l'aime tellement. C'est un de mes élèves. Il est formidable, ce jeune-là. Puis il dit l'impro, là, il dit ce que j'aime, moi, de l'impro, il dit c'est que ça t'oblige à inventer des problèmes puis à trouver la solution. C'est ça, l'impro. C'est ça. J'ai dit, Jérémy, je vais te citer. Je te vole ça, mon gars. Oui, c'est l'école de la vie, quelque part aussi. C'est inventer un problème et trouver les solutions. Quand même, tu peux pas mieux définir. Fait que ça t'apprend à vivre avec les problèmes aussi, à avoir des problèmes, à avoir des difficultés, mais de ne pas prendre les difficultés comme des difficultés, mais comme des opportunités. Des opportunités d'apprentissage. Oui. Tout devient une opportunité. Je veux dire, on peut improviser sur n'importe quoi, là, tu sais. De moi, un spaghetti, je vais improviser dessus, là, c'est sûr. Je peux improviser pendant 10 minutes, tu sais. Puis si t'embarques, on va avoir beaucoup de plaisir, là. On va improviser là-dessus. Puis, tu sais, on improvise sur n'importe quoi, tu sais. Ouais. Fait que, on trouve des solutions à tout. Justement, en parlant d'impro pur, pour revenir à l'impro pur, tu parlais tout à l'heure de tsunami. Effectivement, ça a dépassé même les frontières, puisque c'est venu en Europe, ça a explosé, nous, en France, dans les années 80, et puis en Italie, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis. Même des endroits où ils ne connaissent pas le hockey. Mais bien sûr, oui. Et c'est fou, c'est parce que on ne connaît pas le hockey, mais on joue quand même dans une patinoire. Alors, il y en a d'autres qui ont inventé d'autres formes, avec des catchs en pro, ça se fait dans un ring et tout, mais bon, mais le principe reste quand même le même.
Toi, tu as été joué aussi en Europe. Oui. Est-ce que c'est très différent le jeu en Europe au Canada, par exemple? Absolument. Absolument. Ouais. Absolument. Ça nous prend toujours, quand on va jouer en Europe, ça nous prend toujours quelques jours pour s'adapter. Il y a des choses que... je vais te conter une anecdote là, par bien sûr, rapport j'adore. à ça. À un moment donné, j'avais fait une impro. On va parler, là, par exemple, tu sais, de choc culturel ou de choses où nous, au Québec, on va parler ouvertement, pas vous. En France, du vous, là, comme si tu étais la France, là, mais c'est pas toi la France. Là, je comprends bien Et je faisais une improvisation sur les ITS. Ici, c'est enseigné là, dans les écoles, les ITS, en prévention. C'est un peu moins enseigné qu'avant, mais il y a quand même un moment donné où on en parle. Précise ce que c'est quand même les ITS. Là, tu vois? Voilà. Là, tous les Québécois savent c'est quoi. C'est une infection transmissible sexuellement. Donc, tout ce qui est gonorrhée... Nous, je crois qu'on dit MST ou un truc comme ça. Ah, c'est possible. Maladie sexuellement transmissible. Bien, avant, c'était ça. Là, c'était les MTS, les maladies transmissibles, mais c'est une infection plus. C'est pas une maladie, c'est une infection. Donc, ils ont corrigé le tir. Et je faisais une chantée, d'ailleurs, c'est une impro chantée, où tout mon début était où on pense que la fille va annoncer au gars qu'elle est enceinte, alors que dans mon refrain, je faisais une liste d'ITS. Condylome, gonorrhée, tu sais, et autres, syphilis, puis zéro réaction dans la salle. Zéro réaction. Les gens regardent en souriant. Et moi, là, ma structure de toune, là, je fais, quand je vais arriver au refrain, ça va applaudir, ça va rire. Tu sais, des fois, tu le sais, là, zéro, rien. Et je reviens sur le banc et mon coach, il dit, Sophie, j'ai dit, comment ça, si ça n'a pas pogné pantoute, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était Christian Brisson-Dargy qui était mon coach, puis il me dit, oui, mais Sophie, ici, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas ça dans leur éducation. Je dis, voyons donc, ça se peut pas. Je croyais pas Christian. J'ai dit, je te crois pas. Il dit, je te le dis. On est allé manger avec les joueurs et les joueuses de cette ville-là, puis il y avait quelques petits spectateurs, des amis, etc. Et des jeunes français, françaises. Puis là, je leur ai dit, savez-vous c'est quoi une ITS? Savez-vous c'est quoi la gonorrhée? Ben non, ils l'ont googlé. Ils ont regardé sur Google et c'est là qu'ils m'ont dit, mais non, ici, ça ne fait pas partie de l'éducation. On ne parle pas de tout ça. Même les médecins vont dire, vous avez un petit bobo. Non, c'est pas un petit bobo, c'est une infection. Puis il faut que ça vienne avec l'éducation de la prochaine fois, porte un condom ou exige qu'on mette un condom, tu sais. Fait que c'est tout ça que tu vois, ça, c'est des sujets qui, des fois, nous, on pense que c'est évident, et là, ça frappe. Il y a des moments aussi, je me rappelle, beaucoup dans l'humour, où des fois, nous, on est sur le banc, puis on regarde l'équipe locale jouer, et le public rit, là, mais se tape sur les cuisses, pleure, applaudit, puis nous, on fait « Ah, c'est drôle, ça! » Parce qu'on n'a pas le même humour. Fait que, mais l'inverse est vrai l'inverse aussi. Exactement. Des fois, on fait des impros, puis les Français regardent. Puis on fait. En tout cas, voilà. Fait que, tu sais, ça nous prend quelques jours à nous adapter, à savoir quel sujet et comment l'aborder, tout ça, là, tu sais, les univers de chacun, etc. Mais c'est normal, tu sais. C'est comme ça. Puis c'est ça qui est beau aussi, tu sais, ça nous amène d'autres choses, tu sais, ça nous permet de s'ouvrir sur les autres en même temps. Mais pour moi, c'est vraiment une des vertus de l'impro aussi. Absolument. C'est que c'est un jeu où tu peux jouer avec quelqu'un que tu as rencontré la veille ou 2 heures avant et tu vas être capable de jouer avec lui. Ah oui? Il y a vraiment que là que tu peux voir ça, quoi. Puis tu vas développer un lien égal. Tu sais, nous, avec la LNI, là, on va jouer dans les écoles primaires. On joue avec les jeunes, là. C'est où que tu fais ça? En tant que professionnel, là,
Je vais aller, tu sais, il n'y a pas d'avocate là, qui va dans une école ou un avocat qui va dans une école primaire pour jouer à l'avocat avec les jeunes. Ou, tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Puis au moment où on joue avec les jeunes, on est d'égal à égal. Moi, tant qu'à moi, on est d'égal à égal en dehors ou en dedans de la patinoire. Un être humain, c'est un être humain. Mais on joue ensemble d'égal à égal, tu sais. Peu importe que ça fasse longtemps que tu fasses de l'impro ou pas, que tu découvres, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que peu importe ton vécu, c'est un moment où on se retrouve. C'est un grand rassemblement. Pour revenir à ton actualité, Oui. là, du moment, Ouais. c'est Ouais. quoi tes projets à venir, liés à l'impro ou pas d'ailleurs, hein? Oui, bien, j'ai un beau gros contrat qui s'en vient, mais je ne peux pas en parler. D'accord. Mais ça va être belle fun, viendrez me voir. OK. Oui, un super beau projet. Je suis très, très contente. Il y a la mise en scène du spectacle qui s'appelle Viens-t'en dans la rue, où on va jouer, dont je fais la mise en scène avec mes camelots, où on va jouer en mai, le 8-9 mai, à la Maison de culture Janine Souto, Frontenac. Ça, C'est à j'ai côté très, d'ici. très hâte. Oui. J'ai très, très, très hâte. Et puis, j'enseigne toujours l'impro, puis j'essaie d'en faire partout, puis de jouer dans quelques petites, d'aller dire 2-3 répliques dans un épisode d'une émission qui joue. De temps en temps, de dire c'est 2,95, madame. Là, tu as toujours cet enthousiasme, en tout cas, qui fait plaisir à voir. Ouais. Ça t'a allumé et ça s'est jamais éteint, en fait. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de ma mère. Si tu rencontrais ma mère, tu ferais comme ah, OK, tu sais, je peux te raconter une anecdote de ma mère. Mon père qui est décédé, ça va faire 10 ans en février. Le jour des funérailles, ma mère a passé sa journée, puis tu pourras demander à des gens qui étaient là, qui s'en remettent pas encore. Elle a passé sa journée à dire oh, que c'est une belle journée. Et, hein? C'est donc une belle journée, c'est rempli d'amour, c'est tellement une belle journée. Puis elle enterre son mari, là, puis tu sais, c'est l'homme de sa vie, là. C'est ça, ma mère. Fait que moi, je viens de là. Je viens de l'hyper positif. Fait que mon enthousiasme, oui, me vient de l'impro, mais ça me vient aussi, ça, c'est dans les gènes, là. C'est fou, là, tu sais. Puis j'ai des amis qui me disaient, il y a un ami qui me dit là, ta mère affronte, là, mais comment qu'elle va pour vrai? Puis j'ai dit, sérieux? Affronte pas. Elle trouve que c'est une belle journée. Sais-tu quoi? Je trouve qu'elle a raison. C'est une super belle journée. C'est rempli d'amour. Je te dis pas qu'on va pas broyer demain matin. Ce fut chose faite. Mais cette journée-là, c'était hallucinant, tu sais, tout l'amour qu'on a reçu. Tu te fais raconter. Je ne sais pas si tu as déjà perdu un proche, mais perdre un proche, il y a quelque chose où il y a des gens qui vont venir te dire des secrets. Tu sais, des choses qu'ils ont vécues, leurs souvenirs particuliers avec cette personne-là, ils viennent te le raconter, puis tu fais tabarouette, j'ai jamais su ça. Tu sais, tu apprends des choses sur la personne, c'est extraordinaire. Pas de perdre la personne. Non. La journée, oui. Ouais. Sophie, je te remercie d'avoir partagé... Je finis bien ça avec la mort. D'avoir partagé tout ça avec nous. Non, Là, donc, bien finir. Oh là là. Merci beaucoup, en tout cas, Ça me fait Sophie, plaisir. ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup aimé cet entretien avec toi. Je suis sûr qu'on aura encore plein de choses à se dire, mais bon... Ça pourrait durer 10 heures oui, sans c'est ça, arrêt. mais... On se répéterait à peine. Ouais. Merci en tout cas, et je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Merci à toi. Salut Sophie. On se retrouve dans un mois avec un nouvel invité d'ici à Montréal, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du directeur artistique de la LNI, François-Étienne Paré. Et, comme mes deux invités précédents, ça va être passionnant. À très vite.